donc, M. Koulibaly va répondre à toutes vos questions jusqu'à la fin de la période de la conférence, vers 3 heures. Et puis, Claudette, est-ce que tu viens maintenant ou seulement à la deuxième partie? Deuxième partie. Alors, Claudette Otis, qui est le professeur d'une partie de vous ici, va aider à l'animation de cette période de questions donc, tout à l'heure. Fait que je vous remercie beaucoup. Encore une fois, bonne conférence. Et puis, j'aimerais qu'on manifeste un accueil chaleureux à M. Koulibaly, s'il vous plaît. Je suis content d'avoir pu répondre à cette invitation pour venir vous parler de valeurs et de culture, même si je ne suis pas un spécialiste. Et puis, évidemment, je ne suis pas non plus une vedette, même si je suis tout seul ici avec plein de lumière. En tout cas, je ne me considère pas comme ça. Je suis prof de philosophie à Saint-Hyacinthe. Et en même temps, je travaille avec des organismes qui font de la coopération internationale, parce que c'est un domaine qui m'a toujours intéressé depuis que j'étais étudiant collégial, puis après à l'université au Mali. Et quand je suis arrivé en France pour poursuivre mes études, j'ai continué à travailler dans ce domaine. Et quand je suis arrivé au Québec, j'ai continué un peu dans ce domaine. Donc c'est une dimension de moi-même à laquelle je suis resté fidèle. Et c'est ce qui m'autorise aujourd'hui à venir vous donner une conférence sur certains thèmes qui ont trait aux cultures, aux valeurs, puis à la communication. Bon, dans ma présentation, évidemment, je ne savais pas qu'on allait vous la distribuer. Mais c'est marqué effectivement que, évidemment, je suis malien, que je suis né vers 1947. Alors, tout à l'heure, Gilles me demandait si je n'avais pas de baptistère. Ça a toujours été un problème. Quand je suis arrivé à Paris pour m'inscrire à l'université, on m'a dit, monsieur, quelle est votre date de naissance? J'ai dit, je suis né vers 47. Ça ne se peut pas, vers 47, il faut nous donner une date. Hein? J'ai dit, il n'y en a pas de date, il n'y en a même pas de mois. Et puis l'année est approximative. Okay? Et la secrétaire a insisté. Elle a dit, moi, je ne peux rien faire avec ces données-là. Je lui ai dit, madame, moi, je ne suis pas né dans un hôpital. Hein, et puis, je ne peux pas vous fournir des données chiffrées. Tout ce que je sais, c'est que, plus ou moins par recoupement, je suis né vers cette année-là. Donc, je n'ai pas d'acte de naissance, j'ai ce qu'on appelle un jugement supplétif. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai dû aller à l'école, comme il fallait un acte de naissance, le juge m'en a fabriqué un. Okay. Donc, c'est mon acte de naissance officiel qui a été fabriqué par le juge, qui était autorisé à faire ce qu'on appelle des extraits d'actes de naissance. Et en fait, un jugement supplétif qui tient lieu d'acte de naissance. Mais ça, c'est pas gênant parce que j'ai l'âge que je veux. Donc, on peut tirer avantage de ça. Sauf que pour des administrateurs, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'ils ont besoin de choses bien précises. Bon, deuxièmement, évidemment, je suis allé à l'école chez des missionnaires étrangers parce qu'à l'époque, l'école n'était pas très développée encore chez moi et on recrutait presque aux 2 ans pour la seule école régionale. Et quand le moment était venu, pour une raison ou pour une autre, moi je n'ai pas pu y aller. Donc j'avais perdu ma chance d'aller à l'école. Et comme par hasard, il y a des missionnaires qui sont venus s'installer, qui ont décidé de créer une école. Et ils ont décidé de faire un recrutement de plus. Et de cette façon-là, ils sont venus dans mon village demander des élèves. Et à ce moment-là, moi, je me suis retrouvé sur la liste de ceux qui devaient aller à l'école, mais j'étais déjà intégré à l'activité de production de ma famille. J'ai gardé les moutons, j'ai gardé les vaches, j'ai gardé les champs, j'ai gardé les enfants pour que les femmes puissent travailler dans les champs. Et j'ai dû abandonner tout ça pour aller à l'école.
Donc, bon, ça a été une expérience de plus. Et de cette façon, ben, j'ai été confronté à un monde de valeurs qui n'était pas le mien. Hein. Déjà, le fait d'aller à l'école, d'avoir à parler français, uniquement français, et puis de parler avec des étrangers qui étaient des missionnaires, ça a été toute une expérience à ce moment-là pour moi, parce que je suis sorti de mon monde villageois pour être confronté à des valeurs qui étaient complètement étrangères, hein, pour moi. Alors, je pense que mon intérêt pour les choses différentes datait de cette époque-là, même si dans la tradition, j'avais déjà une certaine préparation. Je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui fait que plutôt que de vous faire une conférence philosophique sur les valeurs, qui pourrait être théorique et tout ça, j'ai préféré adopter la méthode qu'utilisent les organismes de coopération internationale. Quand il s'agit de former des gens à ce qu'on appelle le pré-départ, on essaie de les sensibiliser à un certain nombre de choses. Parce que quand on s'en va ailleurs, c'est certain qu'on s'en va vivre des choses agréables, le plus souvent, c'est ça qu'on voit. Mais la réalité étant ce qu'elle est, il y a aussi souvent des choses désagréables. Mais ça fait partie de l'expérience. Donc à ce moment, on essaie de les sensibiliser à toutes les facettes de ce que ça veut dire quitter chez soi, sa propre culture, ses propres repères, ses propres valeurs, et tomber dans une autre culture qui est peut-être complètement différente. Et à ce niveau-là, bon, ben, on prend un canevas qui nous permet de regarder un peu à quoi les gens vont être confrontés une fois qu'ils vont être arrivés dans une autre culture, dans un contexte différent. Soit un simple voyage, soit pour y aller travailler, ce qui pose d'autres types de problèmes. Et à ce moment-là, on prend les éléments suivants. D'abord, on essaie de les sensibiliser au fait que aller rencontrer une autre culture, c'était un trajet personnel. Vous avez beau partir 15, 20, 30, 60, et puis dire, bon, ben, on est en gang, et puis ça va être le fun, etc. et tout ça. Une fois que vous allez atterrir là-bas, chacun va être renvoyé à lui-même. Chacun va réagir en fonction de ce qu'il est. Hein? Le groupe peut aider, mais le groupe ne vous épargnera pas votre propre expérience. Et ce trajet-là, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments qui vont le déclencher. C'est-à-dire qu'en tant que personne, vous avez, que vous le vouliez oui ou non, même si vous n'avez jamais vécu à l'étranger, vous avez déjà une perception de ce que c'est qu'une autre culture, qu'une autre personne qui est différente de vous, qu'un autre milieu qui est différent de celui dans lequel vous êtes né et vous avez déjà grandi. Et si on s'en tient, par exemple, à la culture occidentale, pour ne pas dire québécoise, c'est sûr que, bon, pour un Québécois, quitter le Québec pour aller en Afrique, faire un séjour, ou pour aller en Amérique latine, ou aller en Asie, il y a un certain nombre d'éléments qui vous sont déjà familiers par rapport à la vie. Ça peut être la télé, okay? Parce que, bon, vous êtes la génération de la télé. Donc la télé donne une information, elle donne des images. Elle vous montre déjà ce que c'est que ailleurs. Et qu'on le veuille oui ou non, ça façonne déjà l'image que nous avons des autres. Comment on les voit. Bon, ça peut être bien sûr des événements. Je me souviens, j'étais ici en 1985 quand il y a eu la famine en Éthiopie et dans tout le Sahel. C'est l'Éthiopie qui a été le pays le plus frappé, mais il y avait tout le Sahel africain. Évidemment, la majorité des gens ont retenu un certain nombre de choses. Évidemment, nous autres, on peut s'offusquer un peu, on peut trouver que ces images étaient des clichés, que ça ne traduisait pas la réalité, mais la télé fonctionne comme ça. Okay? Sa capacité d'approfondir les thèmes qu'elle traite, les images qu'elle projette, est limitée. Hein? Vous savez tous, plus ou moins, que le temps qu'on accorde à un événement ou à une nouvelle à la télé, ce n'est jamais 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures et encore moins 3 heures de temps, sauf les télétons. Okay. Bon, donc à ce moment-là, le traitement qu'on fait qu'on retient un certain nombre de choses. Bon, donc à ce moment, ça peut être évidemment les enfants d'Éthiopie qu'on nous présentait, ventre ballonné, regard plus ou moins perdu, corps complètement squelettique, etc. etc. Beaucoup de mouches autour des yeux. On a même eu dans les rues des images de ce genre, même dans le métro. Donc c'est un élément déclencheur. Ça va. La majorité des gens qui ont été soumis à ça comme première expérience, ça va leur rester quelque part.
Bon, évidemment, ça peut être les boat people. Hein. Il y en a eu d'abord pour le Vietnam, puis plus tard en Haïti, etc. etc. Aujourd'hui, c'est l'Algérie, avec des gens qu'on voit égorgés, hein, ou massacrés de toutes sortes de façons. Qu'on le veuille, oui ou non, qu'on soit contre ou non, ça, c'est des éléments déclencheurs qui vont forger l'image que nous avons des autres et évidemment de leur culture. Bon, voilà les éléments déclencheurs. Après viennent les images, bien sûr. L'image, c'est quoi? Quand je pense à une autre culture, qu'est-ce qui me vient spontanément, automatiquement, sans effort de réflexion? C'est ça le rôle de l'image, c'est qu'elle arrive rapidement. Et à ce moment-là, ben, je cherche à ce moment à me représenter une réalité étrangère à la mienne à travers les images. Quand on pense au tiers-monde, de façon générale, ben, il y a un certain nombre d'images. L'image, c'est la misère, c'est la pauvreté. Hein? C'est les enfants d'Oxfam dont j'ai parlé tout à l'heure et d'Éthiopie. C'est les enfants de vision du monde sur le Mali que l'on voit les dimanches à la télévision. Hein? C'est aussi, bien sûr, les égorgés d'Algérie, mais c'est aussi l'exotisme. Hein? Parce que l'étranger, c'est toujours ce qui est différent. C'est l'aventure. Bon, vous êtes trop jeune, on voit encore Tarzan, nouvelle version. Ceux qui sont plus âgés que vous ont été, disons, exposés à ça, c'était ça l'image. Et bien sûr, ça évoque les voyages. Donc, il y a un certain nombre d'images qui viennent à ce moment-là. Ça, c'est le deuxième élément. Après, les déclencheurs, les images. Et après, les écarts. Une fois qu'on a vu ça, ben, on se positionne. On essaye de comparer, on essaye de voir comment moi je suis par rapport à eux. Et à ce moment viennent les premiers éléments de jugement. Bon, évidemment, les tiers-mondes, eux, ils sont sous-développés. Et nous autres, bien sûr, on est développés. Hein? On ne va pas plus loin que ça, mais ça nous permet déjà de représenter ou de situer l'écart. Ou bien, eux autres, ils peuvent être inférieurs, et naturellement, nous autres, nous sommes supérieurs. Ou ils peuvent être pauvres, et évidemment, en retour, nous autres, on est riches. Ou ils peuvent être barbares. Comment est-ce qu'on peut égorger des gens de cette façon? Et évidemment, par opposition, nous autres, nous sommes civilisés. Ou ils peuvent être sauvages, et évidemment, nous autres, nous sommes humains. Bon, voilà déjà un troisième niveau, hein, au niveau du trajet personnel. Tout cela, on l'a en nous, de façon plus ou moins consciente. Le rapport à l'étranger, j'aurais pu inverser le schéma, puis vous dire quel est, par exemple, le schéma d'un jeune Malien par rapport à une réalité comme celle de l'Amérique. Évidemment, bon, l'oncle d'Amérique, tout le monde connaît ça. Hein. Donc, ceux qui vivent en Amérique sont nécessairement riches, ils ont les moyens, hein, et ils ont un certain nombre d'éléments qui facilitent leur vie. Alors, en conclusion, à cette première partie qui est le trajet personnel, qui est extrêmement important parce que ça, c'est votre boîte à outils. C'est avec ça que vous partez. C'est le point de départ. Donc, à ce niveau-là, le premier conseil, c'est qu'il faut en être conscient. Il faut être conscient de ce qu'on transporte comme déclencheur par rapport aux autres, comme image que nous avons des autres et comme écart que nous avons des autres. Il faut en être conscient. On appelle ça des biais culturels. C'est-à-dire, à partir de ma propre culture, j'ai forgé plus ou moins consciemment, plus ou moins réfléchi, une certaine image des autres, une représentation que je me fais des autres. Donc, il faut être conscient de ça avant, bon, avant c'est peut-être pas le bon mot, comme préalable au contact avec une autre culture. Je dois être conscient de ce que moi je transporte. Bon, ça suppose quoi? Ça suppose qu'évidemment que j'ai une connaissance minimale de ma propre culture. Et je dois vous dire que souvent les gens sont surpris. Bon, je forme souvent des jeunes qui s'en vont en échange, voyage, etc. Et des fois, quand ils arrivent là-bas, ils sont surpris du type de questions qu'on leur pose. Okay. Et la dernière fois, je faisais un test avec un de mes groupes de classe, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez la superficie du Québec? Pas tellement. Bon. Je dis, c'est pas grave, mais c'est important. Il faut savoir. Parce que l'endroit d'où vous venez, c'est la première chose avec laquelle vous devez être familier. Si vous arrivez demain au Mali, vous parlez avec des jeunes Maliens de votre âge, évidemment, ils connaissent la géographie de leur pays.
connaissent la superficie, connaissent bien sûr la population, ils connaissent un certain nombre de données sur leur pays. Et ils s'attendent à ce que vous soyez capable de répondre à leurs questions dans le même sens sur votre propre pays. Mais si vous leur dites que vous ne savez même pas la superficie de votre pays, ben, ils vont être surpris. Ils vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on peut être habitant d'un pays sans s'intéresser aux éléments physiques de ce pays-là, à un certain nombre de données? Bon, donc à ce moment-là, il faut que vous soyez conscient de ce que vous transportez, que vous ayez un minimum d'informations et d'éléments, de connaissances, disons, pas seulement d'informations, de connaissances de votre propre réalité, de votre propre pays, de votre histoire, d'un certain nombre d'éléments. Et en ayant cette connaissance, vous allez être déjà un peu prêt à regarder où sont les biais par rapport aux autres. Comment chez vous on se représente les autres? Comment chez vous on voit les autres? Et ça vous permet d'être déjà dans une démarche qui vous permet de rencontrer d'autres cultures. Parce que vous allez pouvoir parler de la vôtre quand eux, ils vont répondre à vos questions sur la leur. Mais si vous arrivez seulement, vous posez des questions, vous êtes bien curieux de connaître leur culture, et eux, en retour, évidemment, ils sont comme vous, ils sont aussi curieux de connaître votre culture. Donc, à un moment donné, le processus s'inverse. Après avoir répondu à une longue série de vos questions, ben, ils s'attendent à ce que les rôles s'inversent, qu'eux vous posent des questions sur votre pays. Et ils s'attendent à avoir le même type de réponse que celles qu'ils vous ont données. Donc, à ce moment-là, ça m'apparaît un élément important. Donc, première étape, le trajet. Deuxième, comprendre une autre culture. Comment on peut faire pour comprendre une autre culture? La façon, c'est d'apprendre à décoder. C'est-à-dire, bon, je suis conscient que j'ai ma culture, les autres ont la leur, mais comment je vais faire pour comprendre les éléments de leur culture? Comment je vais décoder ces éléments-là? Le premier point que l'on peut regarder, c'est, et qui est facile, c'est ça qui nous frappe quand on arrive quelque part, on voit comment les gens agissent. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Donc on les voit en action, on les voit agir. Okay? Et cette action-là, bien sûr, elle est l'élément le plus facile que nous allons identifier. Mais il faut faire attention, ce n'est que la partie visible. Si je viens me promener au Québec pendant 2 mois et je retourne au Mali, j'ai rencontré des tas de gens, je les ai vus aller, fêter, faire toutes sortes d'activités, produire tout. Ça ne fera pas de moi un spécialiste de la culture du Québec. Parce que je n'aurais vu qu'une partie, la partie la plus facile. Si vous préférez, on utilise l'image de l'iceberg. C'est la partie visible, celle qui émerge de l'eau, c'est ça qu'on voit. Hein? Mais ce n'est pas tout. Hein? Nous savons qu'en dessous de l'eau, il y a la majeure partie de l'iceberg. Bon, donc, ce qu'on voit n'est pas toute la réalité. Le visible n'est pas toute la réalité. Il faut aller au-delà. Alors, à ce moment-là, bien sûr, on discute avec les gens. Hein, on parle avec eux, on échange, il y a des idées et tout. Et on rentre dans ce qu'on appelle la pensée. Comment les gens pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils voient les choses? Comment ils se les représentent? Quelles sont leurs idées, leurs représentations? Comment ils expriment les sentiments et les émotions? Ça, c'est le deuxième niveau. Bon, là, on est déjà un peu proche, si vous voulez, du fil de l'eau. On commence à aller dans des éléments plus souterrains. À ce niveau-là, c'est facile. Si on est habile à communiquer, si on sait entrer en contact avec les gens, on va aller chercher facilement, si vous voulez, les informations à ce niveau-là. Et comme on est dans un monde, bien sûr, façonné par l'image, elle nous prépare à un certain nombre, disons, de démarches ou d'habileté à communiquer avec les autres. Elle nous prépare à poser des questions. Des fois, quand je demande à mes étudiants de faire des exposés, puis que je ferme les yeux et je les écoute parler, j'ai l'impression que j'entends la télé. Et j'en ai parlé à mes collègues de sociologie, ils m'ont dit qu'ils sont surpris. J'ai dit, ben, vérifiez par vous-même, parce que vous êtes mieux outillés que moi. Mais ça me frappe de voir que de plus en plus, tout le monde a adopté le mode d'expression de l'information. On a adopté le mode de la télévision. C'est-à-dire que quand nous sommes appelés à expliquer des choses, à transmettre des connaissances, à exposer des idées, nous avons tendance à parler comme
les présentateurs de télévision, c'est-à-dire rapide et vite. Bon. Donc ça c'est un élément, disons, important. Donc on peut aller chercher des idées. Troisième niveau, une fois qu'on a vu les idées, il reste, à mon avis, la partie la plus difficile, celle qui est le plus profondément dans l'eau. C'est ce qu'on appelle le ressentir. C'est bien beau de voir des gens agir, c'est bien beau de voir des gens échanger, exprimer des idées, mais qu'est-ce qu'ils sentent? Comment ils sentent les choses? Hein? Parce que c'est ça le fondement de la pensée et de l'action. C'est parce que nous ressentons les choses d'une certaine façon que nous sommes capables de les exprimer en idées et puis de les représenter et après ça d'agir à partir de ça. Bon. Et à ce moment-là, c'est l'élément le plus difficile. Comment se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment il ressent les choses. Si je prends juste un exemple, je parlais des enfants d'Éthiopie tout à l'heure. Bon, évidemment, moi je peux voir ça à la télévision et pour moi, je trouve ça dommage, triste. Bon, ça évoque chez moi un certain nombre de ressentiments. Mais qu'est-ce qu'un Africain ressent quand il voit de telles images à la télé? Est-ce que je suis capable de me mettre à sa place et puis de sentir les choses comme lui il les sent? C'est à ce niveau-là que se pose la question du ressenti. Qu'est-ce que l'autre ressent? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur et ses tripes quand il est exposé à cette réalité-là? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est révolté? Est-ce qu'il est frustré? C'est quoi les sentiments qu'il éprouve quand il ressent les choses? Ça, c'est le niveau le plus difficile. Et c'est à ce niveau que, généralement, les choses se passent un peu plus difficilement dans l'échange interculturel. La difficulté de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. Donc, pour terminer là-dessus, je dirais que les valeurs sont des critères d'action. C'est en fonction de mes valeurs que j'agis, mais elles sont le fruit de la pensée. Et cette pensée, elle rationalise un peu les sentiments et les émotions. Donc, je ressens des choses. Évidemment, je ne peux pas exprimer tout ce que je ressens, mais comme des fois la charge émotive est tellement forte, des fois les mots nous manquent pour traduire ce qu'on ressent. Ça arrive. Mais néanmoins, on doit faire un effort de les exprimer. Donc, les idées nous aident à clarifier un peu ce qu'on ressent. Je peux dire, bon, je suis en colère, je suis triste, ça me fait mal au cœur de voir ça. J'ai traduit un peu une partie de ce qui se passe en dedans de moi. Et une fois que j'ai exprimé cela, évidemment, je peux, dans certains cas, transformer ça en modalité pour agir. Si ça me choque de voir de telles images, qu'est-ce que je fais? Je peux vouloir exprimer ma colère dans la rue, organiser une manif pour protester et dénoncer ça. Mais aussi, à ce moment-là, il faut que je m'organise, que je mette en place des mécanismes d'action. Donc, on doit regarder ça. Donc, avant de comprendre notre culture, nous devons connaître la nôtre dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses règles, dans ses représentations, dans sa façon de ressentir les choses et les situations. Nous devons être capables d'être conscients de nos forces et de nos faiblesses, et nous devons être capables d'être critiques. À mon avis, c'est là que se situe l'élément majeur. Hein? Ça veut dire que, évidemment, il ne faut pas que j'idéalise ma culture, mais il faut que je la connaisse dans ce qu'elle a d'intéressant, mais aussi que je sois capable de percevoir dans ma propre culture des éléments qui m'apparaissent comme des choses à améliorer, pas nécessairement des choses négatives. Et à ce moment-là, je pense que nous sommes prêts. Pourquoi on dit ça? Parce que lorsque nous débarquons chez les autres, nos points de repère disparaissent. Nous sommes habitués à faire les choses d'une certaine façon. Nous sommes habitués à réagir d'une certaine façon. Et quand on arrive chez les autres, on ne sait plus comment réagir. On ne sait plus comment penser les choses. On ne sait plus comment les traduire d'une autre façon. Et on se retrouve comme mis à nu. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire. Donc à ce moment-là, nos repères ayant disparu, nous sommes plus ou moins efficaces dans l'action. Nous n'avons plus de prise sur la réalité et nous devenons inconfortables. C'est ce qu'on appelle le choc culturel. On arrive chez les autres, puis on a un choc.
Alors, c'est quoi? Ce choc culturel-là, évidemment, c'est ce traumatisme-là. Il peut avoir plusieurs formes. Hein. Ça peut se traduire par un enthousiasme délirant. Il y a des gens qui atterrissent ailleurs et ils ont l'impression qu'ils ont toujours vécu là. Hein. Ils se sentent à l'aise, ils sont comme chez eux. Et tout est extraordinaire. Mais d'une certaine façon, c'est leur réaction au choc culturel. Hein. Il y a comme une fuite en avant. Hein. On valorise tout, on voit tout en bien, en positif. Mais ce n'est pas non plus la bonne attitude, parce que ce n'est pas vrai. Dans aucune culture et dans aucune réalité humaine, tout n'est parfait. Okay. Deuxième forme, il y a des gens qui dépriment. Hein. Ils arrivent, ils ont l'impression que le ciel leur est tombé sur la tête, puis ils dépriment. Donc ils ont tendance à avoir des comportements dépressifs. Ils vont s'isoler, ils vont paniquer dans certains cas. Ils ont le désir de partir, de repartir vite. Ça arrive, des gens qui débarquent de l'avion et puis 2 jours après, ils sont dans l'avion pour retourner chez eux parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à la réalité. Ça peut être le cas aussi. Bon, il y a des gens qui deviennent agressifs. Okay. Ils trouvent que tout ce qu'il y a autour d'eux n'est pas bon. Hein, c'est jamais fait comme il faut. Il n'y a rien qui les satisfait. Et ils deviennent très agressifs vis-à-vis des autres, surtout des gens de la place. Il y a même des gens qui, après un séjour à l'étranger, deviennent plus racistes qu'ils ne l'étaient au départ. Bon, donc, mais tout ça, c'est les effets, si vous voulez, du choc culturel. En un mot, qu'est-ce qu'il fait le choc culturel? C'est que le choc culturel, il nous désarme complètement de notre propre culture. Et à ce moment-là, il nous renvoie à nous-mêmes. Et si on n'est pas préparé à se remettre en question, ben c'est à ce moment qu'on est déstabilisé. Et évidemment, le choc culturel peut se manifester, comme je disais, il peut se manifester au début du séjour, au milieu du séjour, des fois même vers la fin. Bon, c'est plus difficile, mais comme je ne veux pas entrer dans les détails, des fois on voit des gens qui sont tellement contents, qui se disent « je suis tellement intégré ici que j'ai plus le goût de partir. Je suis bien ici. » Et ils restent, plus ou moins, ou ils cherchent toutes les occasions pour rester. Parce qu'ils ne sont plus capables de couper et de revenir chez eux. Ça, c'est donc mon deuxième élément. Mon deuxième. Troisième élément, connaître une autre culture. Bon, là, je vais suivre juste un schéma avec vous pour vous montrer comment on peut se préparer, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait être en mesure de décoder les éléments culturels de l'autre, les valeurs, les idées, la façon de sentir, les représentations. Une fois que j'aurai réussi à trouver ces points de repère, je suis en mesure de communiquer et d'être bien avec les gens, de pouvoir les comprendre dans ce qu'ils sont dans leur réalité. Mais comment on va faire ça? Généralement, évidemment, ça prend un certain nombre de directions. Donc, connaître leur culture, on utilise généralement ce qu'on appelle la trace. Okay? La trace, c'est quoi? Le T, c'est le travail. Ça pourrait être le temps. Donc, j'essaie de comprendre comment ces gens-là fonctionnent par rapport au travail. C'est quoi la valeur du travail chez eux? Okay? Est-ce qu'elle est la même que chez moi? C'est quoi le temps? Est-ce qu'ils ont les mêmes attitudes, les mêmes représentations par rapport au temps? Est-ce que le temps, c'est de l'argent, comme en Amérique, ça mise monnaie? Ou bien est-ce que le temps, c'est plus ou moins? On verra bien. À chaque jour suffit sa peine. Hein? Bon. Deuxième élément, c'est la religion, le R de la trace, et la richesse, bien sûr. C'est comment ces choses-là sont gérées, représentées, comment les gens vivent avec ça. Le troisième point de repère, c'est le A, c'est l'autorité, c'est-à-dire les notions de pouvoir, de décision, d'influence. Qui influence qui a de l'influence, qui n'en a pas, comment les choses se passent. Évidemment, dans le A aussi, il y a les autres. Quelle est l'attitude par rapport aux autres? Comment on traite les autres? Est-ce que les autres sont les bienvenus ou bien est-ce que les étrangers font peur? Bon. Le quatrième élément, c'est le C, c'est les conflits. On sait bien que dans toutes les cultures, il y a des conflits, mais toutes les cultures ne résolvent pas les conflits de la même façon. Okay. Et enfin, le E, c'est l'environnement. C'est le rapport à la nature, le rapport à l'espace.
et aussi bien sûr l'engagement. Ça veut dire quoi dans un rapport entre personnes, l'engagement, etc. Alors je vais reprendre ces éléments-là. Je vais essayer de les comparer rapidement entre ce qu'on pourrait considérer comme les valeurs ici au Québec et je vais les mettre en parallèle avec ce qu'on pourrait considérer comme les valeurs, disons, du Mali. J'ai apporté quelques diapositives. Je ne sais pas comment on va faire pour illustrer certains de ces thèmes. Alors, le premier, bien sûr, c'est le travail. Si j'essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que le travail dans l'autre culture, bon, je dois être conscient du fait que dans ma propre culture, c'est-à-dire dans la culture occidentale, le travail est quelque chose qui est relié bien sûr à l'effort, à la productivité. Il faut être efficace, donc il faut être productif, il faut être vaillant et il faut être efficace. Hein? Généralement, c'est cette notion-là qu'a le travail. Est-ce qu'ailleurs, est-ce que par exemple au Mali, on a le travail est valorisé au même titre qu'au Québec? Bon. Alors, à ce moment-là, évidemment, il faut faire la différence très rapidement. Il faut regarder, par exemple, ce qu'on appelle les milieux instruits, l'administration, etc., les gens qui travaillent dans les bureaux. Et il faut regarder aussi la réalité de la majorité des gens qui sont les ruraux, okay? C'est-à-dire qui travaillent dans les champs. Bon. Et la différence est la même. Est-ce que l'agriculteur québécois travaille au même rythme que le fonctionnaire? Bon, alors si vous saisissez la différence, ben, vous allez voir qu'au Mali, c'est la même chose. Donc, on pourrait dire que chez les paysans ou chez les ruraux, généralement, le travail, évidemment, est relié à l'effort. Il y a une espèce de culte du travail. Est-ce qu'on peut démarrer la première diapo? J'espère que je ne suis pas dans les champs. Il y aura des ajustements. Bon. Ça, c'est une photo que... C'est une photo que j'ai prise chez moi à l'été 1994. Bon. Alors, vous avez ici dans la main des gens qui ont des outils de travail. Et après, à chaque pause, parce que les gens ont une part de travail à exécuter, et quand ils ont fini, ça peut prendre 4, 5, 6, 7 minutes maximum pour finir une part d'espace à cultiver. Et à chaque fin de part, on danse. Il y a des musiciens de l'autre côté que vous ne voyez pas, et le premier qui finit va exécuter un pas de danse. Et au fur et à mesure que les autres finissent, ils viennent l'entourer et puis l'encourager et participer. Donc le travail est associé à une certaine forme, si vous voulez, de joie de travailler ensemble. Mais l'effort est un effort assez grand. Hein. Je me souviens des remarques du premier médecin qui est venu chez nous quand j'étais à la petite école. Il est venu examiner évidemment les élèves et puis les paysans qui étaient dans les champs. Mais il a dit, c'est pas possible. Il faut avoir le cœur bien accroché pour travailler comme ça. Parce que si vous avez la moindre malformation au cœur, c'est sûr qu'au bout d'une journée, vous êtes mort. Donc, ça veut dire que l'effort exigé par un tel type de travail est tellement grand qu'il faut être bien constitué pour résister à ça. Alors, donc il faut faire attention parce que les images qu'on véhicule souvent, c'est que dans ces pays, les gens sont paresseux, le travail n'a pas une grande importance, ils n'ont pas la notion de l'efficacité, ils ne sont jamais pressés, etc., etc. Les choses traînent, puis c'est pas plus grave que ça. Il faut aller beaucoup plus loin et regarder comment les choses se passent en réalité. Donc, le travail est une chose importante. Le temps. On va laisser l'image comme ça. C'est difficile de représenter le temps. Bon, donc le temps,
à ce moment-là, dans la culture nord-américaine, c'est la ponctualité, c'est les échéances, c'est le rythme, si vous voulez, d'exécution. Ce qui faisait dire à un vieux Africain, avant, on n'avait pas de montre, on avait le temps. Maintenant, on a tous des montres et on n'a plus de temps. Bon, donc, avec la montre, évidemment, le temps étant découpé, il faut courir derrière le temps. Alors que dans un rythme où on n'est pas programmé sur des heures fixes avec une montre, ben, on a tout le temps que l'on veut. On fait des choses à un autre rythme qu'avec le rythme de la montre. Donc, ça veut dire que là, il y a quand même des changements assez importants. Hein. Se mettre au rythme de la montre, ben, ça exige un effort d'adaptation et puis des changements de perspective dans une culture. Mais ça ne veut pas dire que le temps ne compte pas. Je dis souvent aux gens, les agriculteurs maliens, ils ont exactement la même période de production que ceux du Québec. On commence au printemps et il faut terminer avant les premiers gels de l'automne. Mais chez nous, c'est l'inverse. L'hivernage commence au mois de mai. Donc, entre le mois de mai et la fin octobre, il faut avoir produit tout ce dont on a besoin dans l'année et il faut rentrer les récoltes avant que les grandes sécheresses arrivent. Donc, c'est exactement 5 mois que l'on a. Et c'est exactement les mêmes contraintes. Si une année, le printemps est trop froid et puis qu'il y a trop de neige, ben, certaines récoltes sont compromises. Chez nous, s'il ne pleut pas pendant 2 mois, entre mai et juillet, ben, les récoltes sont compromises. Et c'est là que la famine peut arriver. Donc, c'est exactement, le paysan, il travaille au même rythme. Il doit rentrer dans les mêmes paramètres parce qu'il a le même temps pour produire au Québec. La seule différence, c'est les équipements, la planification, les semences, etc., etc. Dans le R, je vais dans la religion, les croyances. Vous savez tous que c'est un sujet de discorde, de mésentente, d'incompréhension entre peuples et entre personnes à travers le monde. Donc, les croyances sont vraiment, si vous voulez, des choses enracinées. Et vous le savez très bien, nous n'avons pas tous les mêmes croyances, hein, qu'elles soient profanes ou qu'elles soient religieuses, nous n'avons pas tous les mêmes croyances. Ce à quoi on croit, ce qui est important, n'est jamais, si vous voulez, vu ou pensé ou traité de la même façon partout ailleurs. À côté de la croyance, il faut parler de la spiritualité. Généralement, on les confond. La spiritualité, ce n'est pas nécessairement la religion. Okay? C'est une certaine attitude, ce que les philosophes appelleraient une nourriture de l'esprit. On peut être spirituel sans être religieux, et encore moins dévot. Bon. Donc à ce moment-là, ça veut dire que les gens s'aménagent dans leur vécu des moments de recueillement, ça peut être de la simple méditation, ça peut être du repos isolé, etc., etc. Quand j'étais enfant, tous les adultes chez moi avaient droit à une journée d'isolement par semaine. Une journée où ils ne faisaient rien. Et dans certains cas, ils pouvaient ne pas parler à quelqu'un pendant toute la journée, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ils pouvaient circuler, mais ils ne parlaient à personne. Et personne ne leur adressait la parole. Parce qu'on savait que c'était leur journée d'isolement, de recueillement. Bon. Et c'était très important et très respecté. Et cette journée-là, ils étaient avec eux-mêmes et ils s'occupaient de leur spiritualité. Bon. Donc à ce moment-là, c'était quelque chose qui était très important. La richesse, bien sûr. Commençons par la propriété. Hein, on sait bien que, par exemple, ici, la propriété est quelque chose qui fait partie des droits fondamentaux de la personne. Chacun doit être propriétaire de quelque chose. Je veux ma maison, je veux mon auto, je veux un certain nombre de choses. Bon, dans beaucoup de cultures africaines, avant la modernisation, la propriété individuelle était plus ou moins exclue, ou en tout cas marginale. Bon, encore une fois, quand j'étais enfant, il y avait ce qu'on appelait le champ familial. Mais quand je parle du champ familial, la famille à l'époque, c'était la grande famille. Et je dis ça souvent à des gens, quand j'avais 8, 9, 10 ans, la moyenne de la famille dans mon village, c'était 200 personnes. Ça, c'est une famille. Les plus petites familles, c'était 50 personnes. Bon,
Donc à ce moment, les 200 personnes ont le même champ, ils y travaillent, ils produisent, ils consomment, etc. Certaines femmes ménopausées étaient autorisées à avoir des parcelles individuelles. Certains hommes mariés avec familles nombreuses, c'est-à-dire ménages nombreux, étaient autorisés à avoir des petites parcelles, sur lesquelles parcelles ils pouvaient consacrer une journée par semaine. Et les autres jours de la semaine étaient consacrés au champ familial. Donc vous voyez que la notion de propriété était importante. Personne ne pouvait réclamer sa part de terre. La terre, on ne la vendait pas, on ne la divisait pas, rien. Et même quand on la prêtait au voisin, c'était juste pour son usage. Et quand il n'en a plus besoin, elle revient automatiquement au propriétaire. Donc, dépendamment de ça, on peut être confronté à un certain nombre de problèmes. On parle de réformes, par exemple, agraires dans certains pays d'Asie ou même d'Amérique latine. Ben, justement, ça c'est lié au régime de la terre. Comment on considère la terre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut céder, qu'on peut transférer à autrui? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est plus ou moins sacré et puis qu'on ne peut pas vendre? Bon, ça c'est important. L'argent, évidemment, tout le monde sait, et c'est général aujourd'hui que bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça contribue. Il faut en avoir. Donc à ce moment-là, l'argent devient comme une richesse. Alors si Gilles peut passer à la deuxième diapo, la deuxième série. Bon, généralement, quand les gens arrivent, bon, ça c'est encore l'activité de travail, tu peux continuer. Encore le travail, vas-y. Encore le travail, voilà les musiciens qui accompagnent ceux qui travaillent. Le balafon. Bon, alors vous avez une scène ici pastorale. Généralement, dans un pays comme le Mali, la richesse se capitalise en animaux. Quand on a de l'argent, on achète des vaches. Évidemment, pas tout de suite. Généralement, la chienne, c'est les chèvres, parce que ça se reproduit très vite, et c'est pas gourmand. Et après, quand on a beaucoup de chèvres, on achète des moutons. Et quand on a beaucoup de moutons, on peut les vendre pour les convertir en animaux. Donc à ce moment, dans une famille, si vous voyez des animaux, ben, ça vous permet de mesurer le degré de richesse de la famille. Après ça, il y a des biens moins visibles, comme par exemple capitalisés en métaux précieux, en tissus importants. Donc il y a d'autres signes de richesse que par exemple l'argent, le compte en banque, ou bien la belle maison, ou bien d'autres choses. Évidemment, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, ces mêmes signes de la richesse occidentale n'existent pas chez nous. Si vous arrivez aujourd'hui à la capitale du Mali, ben vous allez voir des villas qu'on ne voit pas à Montréal. Avec des matériaux, des fois, en grande partie importés. Et pas n'importe lesquels. Du marbre qui vient d'Italie. Et des tuiles qui viennent de Roumanie ou d'ailleurs. Bon, donc, ils sont là. Mais, de façon traditionnelle, voilà comment on capitalisait. La deuxième diapositive va dans le même sens. Ça, c'est par rapport à la richesse. L'autre élément de la trace, c'est l'autorité. Vous me donnerez un signe pour le temps. OK? Bon. L'autorité, le pouvoir, les décisions, l'influence. Évidemment, nous sommes dans une société structurée où les niveaux de pouvoir sont déterminés. Il y a des chefs, évidemment, qui décident, des patrons. Il y a des niveaux de décision. Bon, dans les mêmes... au Mali, on peut dire qu'il y a des niveaux de décision. Sauf qu'il faut faire attention. Je vous donne juste une image. Il est déjà arrivé qu'un coopérant qui vivait dans un pays d'Afrique et qui travaillait dans un ministère voyait que pour certaines choses à faire, le ministre avait besoin de consulter son chauffeur. Et il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il disait, mais voyons, le boss c'est lui le ministre. Et pourquoi dans certaines circonstances il doit consulter le chauffeur? Il avait oublié que le chauffeur était le grand frère du ministre. Ou il ne le savait pas. Et que dans la tradition africaine, le grand frère peut prendre des décisions que le petit frère
ne peut pas prendre, même s'il est ministre ou président. D'accord? Donc à ce niveau-là, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est au bas de l'échelle, qui balaie ou qui est gardien, ou etc., que ce type-là n'est pas la clé pour un certain nombre de décisions majeures par rapport à sa famille et bien sûr des fois, incidemment, par rapport à une structure comme un ministère. Donc à ce moment-là, la hiérarchie des décisions n'est pas si tranchée que ça. Deuxième élément, souvent on dit qu'en Afrique, les décisions sont longues à prendre. Hein, et on parle des palabres africaines, c'est-à-dire un mode de consultation pour décider. Ça prend du temps, il faut parler à tout le monde, il faut entendre tout le monde, il faut avoir tous les avis avant de décider. Et les Occidentaux, souvent, ils disent, ben ça c'est trop lent, hein, parce que ça ne finit plus la palabre. On commence cette année, puis on finit l'année prochaine. Pendant ce temps, les choses traînent. Bon. Donc à ce moment-là, les modalités, les mécanismes de la décision ne sont pas les mêmes. Et j'imagine que dans d'autres cultures, c'est la même chose. Toujours dans l'élément, le troisième élément dans la trace, le A, l'autorité, après il y a les autres. Bon. Bien sûr, j'ai parlé tout à l'heure de la famille, hein, en prenant un exemple concret. Mais les autres, évidemment, dans un premier temps, c'est la famille. Et vous pouvez constater que la famille est quelque chose de très important. Les autres, évidemment, c'est les associations. C'est-à-dire qu'en plus d'être l'individu lié à une famille, les gens sont reliés à des associations. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir parce que c'est un élément important. Et surtout par rapport à ce qu'on appelle les projets de coopération. On a d'énormes difficultés dans les projets parce qu'on ne comprend pas cette donnée-là. Hein, que le projet est une association de plus dans une structure hyper associative. Ce qui fait qu'il y a des comportements et des mécanismes de travail à l'intérieur du projet qui dépendent de cette compréhension de la réalité. Et évidemment, il y a les étrangers. Ça dépend de l'attitude qu'on a vis-à-vis des étrangers. Comment on les reçoit, comment on les perçoit. Est-ce qu'ils sont perçus comme des ennemis ou bien est-ce qu'ils sont perçus comme un facteur disons, qui vient déranger les habitudes, ou bien est-ce qu'ils sont accueillis? Hein? Est-ce qu'il y a une place pour l'étranger dans ces structures-là? Bon, dans la majorité des cultures maliennes, ben, l'étranger est vraiment à sa place. Okay? Parce qu'on dit toujours aux gens, un jour vous serez étranger ailleurs. Donc ce que vous faites à vos étrangers, vous risquez d'être soumis au même traitement lorsque vous-même vous serez étranger. Donc l'étranger, c'est toujours quelqu'un qu'on peut devenir. Cela est important, c'est la notion des conflits hein, dans la trace. Comment on résout les conflits? Quel sens on donne aux conflits? Je vous donne juste un exemple à ce niveau-là, parce que je suis conscient du temps. Bon. Juste un exemple. Bon, généralement, ici en Occident, quand on a un conflit avec quelqu'un, on s'organise avec celui-là. Hein. C'est lui et moi. Et on va s'asseoir et parler, si on peut encore parler. Hein. Et essayer de résoudre notre conflit. Bon, donc à ce moment, les conflits sont directs, ils sont interpersonnels et ils sont résolus par les deux personnes en conflit. Bien sûr, des fois, il peut y avoir un intermédiaire quand c'est collectif, quand les syndicats discutent avec les patrons, quand ça ne va pas, on va chercher un conciliateur. Okay. Mais de façon générale, c'est vraiment quand ça ne va pas qu'on va chercher le conciliateur. En Afrique et en particulier au Mali, c'est le contraire. Dans un conflit, il faut une troisième personne qu'on appelle un intermédiaire. Okay. Pourquoi l'intermédiaire? Parce que si vous allez essayer de résoudre votre conflit directement, vous vous exposez à la possibilité de vous confronter l'un à l'autre. Et à ce moment, il faut que quelqu'un gagne et que l'autre perde. Celui qui perd, perd la face. Okay. Et s'il perd la face, ben, vous venez de rompre toute la communication, vous venez de l'humilier. Pour éviter ça, on interpose un intermédiaire.
L'intermédiaire, il a pour rôle d'entendre A et d'aller communiquer à B ce que l'autre a dit. Ça donne quoi? Si vous êtes bien fâché contre B, vous êtes A. Quand vous parlez à C, qui est votre intermédiaire, vous pouvez lui parler librement, vous pouvez vous vider le cœur, ok, et lui dire tout ce que vous avez contre lui. Mais lui, quand il va répéter vos paroles à B, il n'est pas obligé d'exprimer toute la colère que vous aviez dans votre cœur quand vous lui avez parlé. Son rôle, c'est de temporiser, hein, de décharger la communication des effets de l'émotion et des sentiments. Donc, il va transmettre l'essentiel à B et il va en même temps négocier les points de résolution du conflit. Donc, ça doit être quelqu'un d'extrêmement fiable, extrêmement habile et qui a un sens assez poussé de la justice. Ça, c'est le rôle de l'intermédiaire. Parce que quand on communique entre deux personnes, il faut ménager les susceptibilités. Bon, donc ça, c'est un élément important. Ce qui fait que souvent, les Européens arrivent chez nous, bon, vous avez un problème avec eux, vous leur envoyez un intermédiaire, ils disent, ben, il est bien hypocrite, pourquoi il ne vient pas me voir pour me parler de son affaire? Pourquoi il m'envoie quelqu'un d'autre? Il n'est pas capable de me parler en face, alors que l'autre, il le fait par respect pour vous. Et vous, vous interprétez ça comme un manque de courage et un manque d'honnêteté. Parce qu'évidemment, chacun a sa propre façon de voir les choses. Dans l'essai, je mets aussi la créativité. Effectivement, on relie souvent les problèmes du développement aux problèmes du manque de créativité, d'innovation, etc., à une résistance au changement et tout ça. Mais il faut faire attention. Les gens qui sont familiers de l'Afrique remarquent souvent que les enfants africains sont très créatifs. Ils n'ont pas de jouets, hein, parce que généralement, bon, les parents n'ont pas les moyens ou les jouets ne sont même pas disponibles, même si on a les moyens pour les acheter. Donc les enfants sont amenés à créer leurs propres jouets. Et ils jouent avec rien. Et ils s'inventent leurs propres jeux, leurs propres jouets. Donc il y a une certaine créativité, elle est là. Bon. Deuxièmement, c'est certain que même si on regarde le niveau d'équipement, puis qu'on constate que l'Afrique est sous-équipée, c'est certain qu'il y a des grands pas de fait en avant. L'exemple que je donne souvent aux gens, j'ai dit, chez moi, les paysans sont passés de l'outil que vous avez vu tout de suite, la petite daba traditionnelle, au tracteur. Aujourd'hui, dans les villages, ils ont des tracteurs. Et ils sont capables non seulement de les utiliser, mais aussi de les entretenir. Mais c'est quoi? C'est l'espace d'une génération. Quand j'avais 8, 9, 10 ans, ben, c'était la daba, de façon généralisée. Il y a déjà une dizaine d'années, les gens ont commencé à s'équiper avec des tracteurs, après avoir passé par la charrue. Donc, vous voyez que la capacité d'innover, elle est quand même là, elle n'est pas, disons, absente. Le dernier élément de la trace, c'est l'environnement, le rapport à la nature. Évidemment, bon, on sait bien que dans la tradition et la philosophie occidentale, la nature est une ressource qui est à la disposition de l'être humain et il peut en disposer comme il veut. Vous avez tous vu ça dans vos cours de philo avec Descartes et puis avec tous les autres philosophes modernes. Généralement, l'environnement, l'être humain est un élément global de l'environnement en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'est pas maître, il n'est pas possesseur de la nature. Il est un élément parmi d'autres éléments. Okay. Donc à ce moment-là, il doit trouver sa place, mais sans déranger le reste. Okay. Bon, c'est un peu compliqué. Je reviendrai certainement s'il y a des questions, mais juste, on va retenir ça. Qu'au lieu d'être en dehors de la nature et d'avoir comme visée de la maîtriser, dans beaucoup de conceptions africaines, l'être humain est un élément de la nature au même titre que les autres. Il n'est pas pire, mais il n'est pas meilleur. Il n'est pas le plus important non plus. Il est un élément dans un ensemble, voilà, si on prend le langage mathématique. C'est un élément de l'ensemble. Bon, ce qui fait que le traitement, le rapport à la nature est certainement différent. La notion d'engagement, fidélité. Dans les rapports interpersonnels, la parole donnée, c'est quelque chose de fondamental. Je vous donne juste un exemple.
il y a au Mali ce qu'on appelle le cousinage, ou bien la plaisanterie, bon, oui, disons le cousinage, bon, ou la parenté de plaisanterie. Ça veut dire quoi? Si moi je suis Koulibaly, j'ai dans mon environnement un certain nombre de gens qui ont des noms de famille différents du mien. Ils peuvent être Ouattara, ils peuvent être Keïta, ils peuvent être Maïga, ils peuvent être Cissé. Ces gens-là sont mes cousins par plaisanterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, en cas de conflit, ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent, sur le ton qu'ils veulent, et je n'ai pas le droit de me fâcher. Je dois réagir sur le même ton de la plaisanterie avec eux. Donc les conflits ne peuvent jamais s'envenimer. Et dans certains cas, ils peuvent me dire les vérités les plus crues, et je dois les accepter comme ça. Je ne dois pas m'énerver, je ne dois pas me fâcher. Et moi, je peux faire la même chose avec eux. Ce qui fait qu'en termes de résolution des conflits, c'est un mécanisme extraordinaire. Parce que ça permet justement de vider directement les conflits de leur charge émotive. On sait en partant qu'on est des parents à plaisanterie et qu'à ce moment-là, toutes nos affaires doivent se régler sur cette modalité. Pourquoi cette parenté? Bon, ça pourrait être compliqué de remonter dans l'histoire, mais généralement, ça arrive dans des circonstances où quelqu'un, les deux ancêtres, plus ou moins connus, ont eu, à un moment donné de leur vie, à gérer ensemble un certain nombre de situations. Et à partir du moment où ils ont réglé cette situation, ils se sont comme engagés à devenir des parents à plaisanterie. Mettons que, bon, on est à la guerre, mon ancêtre est dans une mauvaise passe, et puis son ancêtre à lui vient en aide et le sauve, et à partir de ce moment-là, ils vont lier comme une espèce de pacte de sang. C'est-à-dire que désormais, aussi loin que le souvenir de cet événement sera présent dans notre descendance, nos descendants seront des parents à plaisanter. Et évidemment, ça va continuer. Nous autres, on ne sait même plus qui a fait ça, qui a fait quoi, mais on continue à respecter cet engagement-là qui peut-être remonte à la nuit des temps. Bon, donc à ce moment, on voit que dans les éléments, pour décoder les éléments d'une culture, il faut vraiment prendre des valeurs clés et aller regarder comment elles sont traitées, comment elles sont représentées, comment elles sont ressenties et comment elles sont gérées par les gens. Alors, ce qui fait que j'arrive à ma dernière valeur, qui est la tolérance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la tolérance? Bon, j'aurais pu la mettre dans celle dont j'ai parlé avant. Bon, je dois d'abord la définir négativement. Être tolérant, ce n'est pas tout accepter de l'autre. Bon, sous prétexte qu'on le respecte, qu'il a droit à sa liberté, on dit, bon, ben, si c'est correct pour lui, moi je l'accepte. Bon, je ne vais pas pour juger les gens, je les accepte comme ils sont. À mon avis, ce n'est pas la bonne définition de la tolérance. Je vous propose une autre. Être tolérant, c'est admettre que les gens soient différents de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est admettre qu'il y a plusieurs façons d'être humain. Moi, j'ai ma culture. J'ai été formé dans cette culture. Et je suis devenu humain à travers cette culture, ses valeurs et puis ses forces et ses faiblesses. Mais je dois être conscient qu'ailleurs, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres cultures, il y a d'autres idées, il y a d'autres conceptions de l'être humain. Et à ce moment-là, les gens qui sont en face de moi, qui sont de cultures différentes, ils sont aussi formés de cette façon. Mais ils sont aussi humains que moi. Bon, ça ne veut pas dire que je ne peux pas les juger. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas discuter avec eux. Mais ça veut dire que je dois être capable de percevoir chez eux ce qu'est leur humanité à travers leurs valeurs, leur façon d'être, tout en gardant ma propre façon d'être humain. Et je dois être capable de percevoir cette différence-là
comme une source d'enrichissement, cette diversité comme un enrichissement plutôt qu'un problème. J'insiste là-dessus. Parce que souvent, quand on traite des différences en Occident, on voit les problèmes. On dit, ah, ils arrivent chez nous avec des valeurs différentes, avec des comportements différents. Il y a problème. Mais pourquoi y a-t-il problème? Parce que les gens qui arrivent chez nous et qui sont différents. D'où vient le problème? Est-ce que le problème est lié à eux parce qu'ils sont différents? Ou bien est-ce que le problème est lié au fait que nous, on n'a pas de mécanismes pour vivre avec les différences? On n'a pas été habilité à vivre avec les différences. Okay. Bon, souvent je dis aux gens, au Mali, il y a 35 ethnies. Ah, ils disent, mais ça doit être épouvantable. Comment vous faites à travers toutes ces différences? Je dis, mais ce n'est pas un problème, on est habitué à vivre avec ça. Parce que depuis tout enfant, on est confronté à cette diversité. Des différences culturelles et pourtant on est tous plus ou moins les mêmes. Je dis plus ou moins parce que, bon, entre deux Maliens de cultures différentes, il peut y avoir le même écart qu'entre un Malien et un Québécois. Bon, mais on est né dans cette diversité-là. Et puis, il y a les mécanismes dont j'ai parlé tout à l'heure, la parenté à plaisanterie, les intermédiaires, l'ouverture à l'autre. Tous ces mécanismes sont là et forment les gens à pouvoir vivre dans cette diversité-là, sans que ce soit un problème, une source de problème. Donc, à ce moment, c'est intéressant. Alors, je vous cite ce que Voltaire disait à propos de la tolérance. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. C'était ça la tolérance pour Voltaire. Et pourtant, vous savez très bien que Voltaire n'était pas le philosophe le plus aimable toujours pour les autres. Il était extrêmement corrosif, c'est-à-dire critique et ironique, mais c'est comme ça qu'il définissait la tolérance. Donc à ce moment-là, je pense que c'est un élément important. Il faut pouvoir être capable de gérer ça. La dernière chose que je vais évoquer en 2 minutes, c'est la démocratie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la palabre africaine. Bon, effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où un des thèmes majeurs de la coopération internationale, des rapports entre pays, c'est bien sûr à travers les droits humains, ce qu'on appelle la démocratie. Et évidemment, le modèle qu'on donne, c'est la démocratie occidentale, tel qu'il a été initié chez les Grecs dans l'Antiquité et développé à partir du 19e siècle dans toutes les sociétés occidentales. Bon, c'est sûr qu'à travers ça, il y a la mise en place de mécanismes de gestion des sociétés, des valeurs qui sont mises en avant, et cela se traduit à travers les chartes, si vous voulez, les différentes conventions internationales. Mais il faut être conscient que ce processus est le fruit de l'évolution de l'Europe et que quand la démocratie atterrit en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, ben, ne peut pas être la démocratie parlementaire britannique, ni la démocratie parlementaire, disons, française, ni la démocratie parlementaire nord-américaine, c'est-à-dire États-Unis, Canada, etc. Il faut être conscient qu'il va y avoir des ajustements. Okay. Je vous donne juste un exemple pour finir. Il y a 5 ans, plus que ça peut-être, 10 ans presque, le temps passe vite. Quand les pays africains ont commencé à faire des élections, le multipartisme à la faveur des changements en Union soviétique, l'Ouganda a commencé à regarder comment ils organiseraient des élections. Et ils sont arrivés à la conclusion que ça leur prenait à peu près l'équivalent de 7 millions de dollars pour organiser des élections. Et cet argent, ils ne l'avaient pas. Alors, le président de l'Ouganda a dit, c'est pas compliqué. Il y a tellement de problèmes dans ce pays que ça n'a pas de sens de dépenser 7 millions de dollars pour organiser des élections. Et ça a encore moins de sens d'aller emprunter de l'argent à l'étranger pour venir organiser des élections chez nous. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce qui dans notre culture peut nous permettre d'éviter cette dépense et puis cet emprunt. Puis en regardant, il a vu que dans sa société à lui, tout le monde connaît tout le monde. Et généralement, quand on veut trancher des questions,
ben, les gens parlent, ils discutent entre eux, et quand vient le moment de décider, ben, chacun se détermine en fonction de ce qu'il a dit. Mais tout le monde connaît tout le monde. Il a dit, bon, c'est pas compliqué. Le jour du vote, c'est-à-dire après la campagne, les candidats vont s'aligner sur la place publique et chaque personne qui vote pour le candidat va se mettre derrière lui, à la file indienne. Et une fois que les gens se seront alignés derrière leur candidat, on compte et puis c'est terminé. Bon, évidemment, en 2-3 jours, il a fini ses élections démocratiques. Et ses députés ont été élus, etc. Grand scandale dans la presse internationale. C'est pas démocratique, parce que c'est pas secret. Hein? Tout le monde voit tout le monde. Et puis les gens ne sont pas isolés. Bon, etc., etc. On a dit, c'est pas valable. Mais lui, il avait une solution propre. Et en plus, il respectait sa culture. Et puis la culture de sa population. Alors, est-ce que c'est démocratique ou pas démocratique? Voilà ma question. Et on va terminer là-dessus. Alors justement, avez-vous des questions à poser à M. Coulibaly? Ben, si vous n'en avez pas, je vais commencer. C'était dimanche le 8 mars, la Journée internationale des femmes, et aujourd'hui encore, dans plusieurs endroits, on souligne. Alors, j'aimerais ça poser juste une question pour Marie. Comment fonctionne la famille et le rapport entre femmes? Bon. Est-ce qu'il y a mariage? Est-ce que la famille vient deux de mariage, 2 ou 3 mariages, etc. Comment ça se fait? Bon, alors, donc bien, j'ai amené une amie qui est ici, qui est femme. Alors, j'espère qu'elle pourra compléter ce que je vais dire. Parce que moi, depuis un certain nombre d'années, et compte tenu du type de débat qu'on observe dans les milieux africains qui sont les miens, moi j'étais arrivé à la conclusion que je ne parlerai plus des femmes. Pour une raison très simple. Okay? Parce que j'ai perçu qu'il était difficile pour un homme de parler à la place d'une femme. Et j'ai posé la question à beaucoup d'Africaines. Et elles étaient d'accord avec moi. Et elles m'ont dit, le problème, c'est qu'on ne nous laisse même pas parler. C'est-à-dire que les hommes ne sont même pas arrivés à la conclusion que, en tant que femmes, nous avons le droit d'exprimer les choses comme nous les sentons et comme nous les vivons. Je dis, bon, donc, ça me rassure. Moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est d'accepter que les femmes parlent de leurs propres affaires et que nous, on écoute. Okay. Mais qu'on ne donne pas de solutions, qu'on ne donne pas de choses. Et c'est normal, je crois que ça respecte la culture africaine. Dans les familles africaines, la femme a sa place, l'homme a sa place. C'est sûr que la femme n'est pas à l'avant-scène. Okay. Sauf exception, elle n'est pas chef de famille. Sauf exception, elle n'est pas leader. Okay. Et à ce moment-là, elle a une place. Mais cette place-là, elle est reconnue et respectée. En ce sens que, dans une des diapos que j'avais, on voyait justement un groupe de femmes dans un projet où j'ai travaillé. C'est un gros projet, 19 villages, 10 000 personnes qui ont travaillé ensemble à construire des barrages pour sécuriser une zone d'agriculture, de riziculture irriguée. Et pendant longtemps, évidemment, les femmes étaient à l'arrière-scène. C'est-à-dire qu'elles préparaient la nourriture, elles faisaient les travaux, mais au moment des décisions, elles n'étaient jamais là. Et quand nous avons fini de construire les barrages, moi j'ai dit aux gens, c'est très bien, maintenant que le barrage est fait, qu'il y a de l'eau, que les activités vont repartir, j'aimerais qu'on s'asseye et puis qu'on regarde ensemble quelle est la deuxième étape. Et lors de l'identification de la deuxième étape, les femmes sont venues dire, ben voilà, le moment est venu pour nous. Ok? Jusqu'ici, nous avons fait ce qu'on faisait.
On devait soutenir les jeunes qui travaillaient très fort, on devait soutenir les hommes qui faisaient les démarches. On a mis notre intérêt de côté. Mais maintenant que les premiers bénéfices sont acquis, nous voulons que dans la deuxième femme, il y ait des activités dirigées vers les femmes et vers leurs problèmes. Et à ce moment, les femmes ont constitué leur propre groupe de décision qui n'était pas, disons, intégré au mécanisme de décision des hommes, mais qui tenaient ces réunions à part, prenaient ces décisions et envoyaient une déléguée défendre leur point de vue dans les réunions des hommes. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Les femmes fonctionnent, c'est vraiment une société dans laquelle on a deux groupes, le groupe des femmes et le groupe des hommes. Mais sauf que pour des questions d'intérêt majeur, jamais les hommes ne vont prendre la décision sans consulter les femmes. Bon, je ne sais pas si ça satisfait votre question, et si Marie veut ajouter quelque chose, donnez-lui le micro. Bon. Je peux poser une question. Je dis que j'ai échappé au développement, mais je fais la crise de crise, pardon. Je l'emporte ça. Alors, est-ce que je peux quand même juste connaître le taux de natalité au Mali? Bon, le taux de croissance c'est 3%. Okay. Et le taux de fécondité, on calcule qu'il y a 7 enfants par femme. C'est 1,3 pour le Québec. C'est ça. Tu me vois, je pose une question. Oui, c'est ça. Vous avez parlé beaucoup de choc culturel, mais dans le contexte soit de la coopération internationale ou de quelqu'un qui voyage, qui fait un voyage. Mais ce n'est pas nécessairement mon cas. Il y a beaucoup de gens ici qui ne vont pas voyager. Mais on vit ça aussi. Ce serait quoi, selon vous, l'enjeu le plus important au niveau de qu'est-ce qui se vit là, actuellement ici à Montréal, disons, par rapport au choc culturel? Bon, je pense qu'on devrait parler plutôt de choc de culture que de choc culturel. Sauf si je prends mon cas, moi je débarque à Montréal, c'est sûr que je vais avoir le choc culturel. Parce que c'est moi qui débarque. Mais si on parle des relations entre gens d'horizons différents et de cultures différentes, je ne sais pas dans quel sens va votre question. Est-ce qu'il s'agit de cette relation ou du choc culturel pour quelqu'un qui vit ici? Les deux sont intéressants, mais moi je pensais plus à nous comme société d'accueil. Ok. Bon, comme société d'accueil. C'est cette question que je regardais tout à l'heure quand je disais est-ce que la différence qui se manifeste à travers des gens qui viennent s'installer ici et qui semble problématique, pourquoi semble-t-elle problématique? Est-ce qu'elle est problématique parce qu'effectivement ces gens sont des problèmes, ou bien est-ce qu'elle est problématique parce que la société d'accueil n'a pas tous les mécanismes nécessaires pour gérer cette diversité? Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut regarder. Comment on est accueilli, hein? C'est quoi les mécanismes d'accueil d'un étranger dans la culture québécoise? Bon, donc à ce niveau-là, moi je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là. Évidemment, beaucoup de gens vont entrer dans l'interculturel, la sensibilisation, comment on doit, disons, se comporter vis-à-vis de quelqu'un d'une autre culture, comment on doit faire pour entrer en contact avec lui, comment on doit identifier ses valeurs et être à l'aise avec lui. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que les gens qui arrivent ici, ils ont aussi leur propre processus d'accueil. Comment on s'attend à être accueilli? C'est sûr qu'un Africain qui débarque à Montréal, ben, il s'attend, sauf s'il a déjà une certaine expérience, à ce qu'il y ait quelqu'un à l'aéroport pour lui dire bonjour, sois le bienvenu, et puis c'est moi qui m'occupe de toi. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, il va avoir une méchante surprise en arrivant. Parce que la seule chose qu'il va avoir c'est un kiosque de renseignement qui va lui dire où sont les taxis, où sont les autobus. Et puis, voilà la direction qu'il faut prendre pour t'en aller à Montréal. Et souvent, des gens qui arrivent en délégation officielle, très importante ici,
ils sont renversés parce qu'il n'y a personne à l'aéroport pour les accueillir. Hein? Parce que pour eux, l'accueil, c'est tout de suite la personne qui vient, ben, il faut la mettre à l'aise. Il faut être disponible. C'est moi qui dois être disponible pour mon étranger. Donc, aussitôt que je sais qu'il arrive, ben, je dois m'organiser pour qu'au moins, quand il arrive, qu'il y ait quelqu'un à l'aéroport pour l'accueillir. Parce que c'est la première impression qui va être très importante. Bon, évidemment, je comprends hein, qu'au Québec, on ne peut pas organiser un comité d'accueil pour aller chercher tous les immigrants qui débarquent à toutes les heures de la journée. Bon, mais il y a certainement une réflexion et un effort à faire dans ce sens-là. Même si ce n'est pas fait à l'aéroport, ça peut être fait dans un autre contexte, tout ça. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que je crois que la majorité des gens qui arrivent ici sont mal informés. Ils n'ont pas assez de connaissances des réalités dans lesquelles ils atterrissent, où ils vont atterrir. Ce qui fait que le choc culturel est encore plus grand quand ils arrivent. Parce que justement, ils n'ont même pas cette préparation que nous faisons aux coopérants ou aux voyageurs quand ils décident de partir à l'étranger. Et si je prends le cas des Africains, bon, je crois qu'il y a effectivement beaucoup d'efforts à faire. Je ne sais pas qui devrait le faire. Est-ce que c'est les ambassades du Canada à l'étranger qui devraient organiser des séances d'information beaucoup plus structurées et plus réalistes aussi, parce qu'il y a beaucoup de publicité dans les journaux en Afrique pour attirer les immigrants au Québec. Mais je crois savoir que c'est des avocats ou des gens qui font des affaires en or avec ça et qu'ils ne se préoccupent pas de comment leurs clients vont atterrir au Québec. Donc je crois que de ce côté, il y a aussi des choses à regarder. Bon, maintenant, le reste dépend, disons, des motivations qui amènent des gens et puis de leur trajet personnel. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Alors, d'autres questions? Oui? Je voudrais savoir pourquoi, qu'est-ce que dans le fond nous autres, nous dérange, on est ouverts à recevoir d'autres cultures. Quand ces gens-là se présentent, dans le fond, je pense, je sais pas, quelqu'un qui va travailler la police, qui va porter un turban, pourquoi ça nous dérange? D'où ça vient, ça? On accepte ces gens-là, on les prend, mais on n'accepte pas comme leur culture. On dit, viens ici au Québec, pourquoi ils portent son turban? Pourquoi ils ne font pas comme tout le monde? C'est quoi, dans le fond? C'est où l'éducation qu'on n'a pas eue qui fait que ça nous dérange à ce point-là? Bon, il faut savoir que le processus, si vous voulez, d'intégration dans la culture occidentale souffre d'un biais. Le biais, c'est que au départ, on est allé chez les autres pour leur porter la bonne nouvelle et la civilisation. Donc, on s'est mis dans une position où ils doivent faire comme nous, parce que nous sommes la référence. Ok? Bon, je donnerai le cas, quand j'étais à la petite école, on nous enseignait les ancêtres gaulois. Donc, au lieu de nous parler de nos valeurs historiques et de nos héros historiques, ben, ces gens étaient des bandits, des filous, des potentats. Et la référence, c'était l'histoire gauloise. Bon, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il était plus difficile pour ceux qui nous enseignaient, les Gaulois, de se mettre dans notre peau pour ressentir ce que nous pouvions ressentir par rapport à nos propres réalités historiques. Et quelqu'un m'a déjà dit, oublie ça, il ne faut pas demander à un Français de comprendre qu'est-ce que c'est que le complexe de coloniser. Ça ne fait pas partie de son histoire, donc il ne peut pas comprendre ça. Parce que lui, il n'a jamais été colonisé par d'autres. En tout cas, aussi loin que sa mémoire puisse remonter, dans les derniers siècles, il n'a jamais été colonisé. Donc, face à quelqu'un qui a un complexe de coloniser, lui, il ne peut tout simplement pas comprendre. Mais pourtant, c'est une réalité, le complexe de coloniser. Pour les gens qui ont été colonisés, c'est une réalité. Donc, qu'est-ce qui a manqué? Bon, ce serait difficile de dire, voilà ce qui a manqué, mais je pense que c'est le biais de départ qui dit, nous on les accueille parce que justement on a de bonnes valeurs. Et eux, ils doivent abandonner leurs valeurs qui ne sont pas bonnes pour adopter les nôtres. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça.
il est impossible pour un être humain d'abandonner ses valeurs pour en adopter d'autres. Et même si c'était possible, moi je crois que ce n'est pas souhaitable. Parce qu'on s'en va vers une standardisation qui risquerait justement de faire perdre une partie de la richesse. Tout à l'heure, je disais, il y a plusieurs façons d'être humain. Et puis, bon, dans chacune de ces façons d'être humain, il y a des choses positives. Maintenant, comment on peut gérer cette richesse et cette diversité de façon positive? Est-ce qu'on a les mécanismes administratifs de gestion? Est-ce qu'on a les réflexes personnels de vivre avec la différence? Bon, moi je peux bien en parler, parce que j'ai eu la chance de naître dans une société où de tels mécanismes existaient et où enfant j'ai appris à vivre avec la diversité. Mais je comprends que quelqu'un qui n'a jamais vécu avec la diversité ou pour qui la diversité a toujours fait peur, parce que l'autre c'est toujours l'étranger, était plus ou moins comme un ennemi ou en tout cas quelque chose dont il fallait se méfier, mais on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Et la première chose, c'est d'en être conscient. Est-ce que ça dérange que quelqu'un porte son turban? Est-ce que ça dérangerait quelqu'un ici dans la salle que j'arrive avec des habits maliens? Je ne le pense pas, mais ça ne m'empêche pas d'enseigner la philosophie occidentale à des jeunes Québécois. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Si on pouvait déjà s'entendre sur ça, qu'effectivement il y a des valeurs au Québec et quand on arrive, certaines choses sont incontournables pour les gens, mais que des aspects plus, je ne dirais pas superficiels, plus secondaires, qui n'ont pas un impact direct sur ce que j'appellerais l'éthique publique, ou le fonctionnement public, le respect des lois fondamentales, que là-dessus on ne se chicanera pas, chacun a une place pour ça. Alors, je ne sais pas si ça satisfait, si je satisfais votre question, mais moi je ne suis pas en mesure de façon scientifique de mettre le doigt sur le problème que vous décrivez. Tout ce que je peux constater, c'est qu'effectivement beaucoup de gens sont mal à l'aise par rapport à la diversité. Moi j'en fais en Saint-Hyacinthe, j'ai des étudiants qui me disent, mais je suis allé à Montréal, c'est épouvantable. Il y a trop d'étrangers, on ne se sent plus chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours vécu dans un milieu homogène. Et c'est normal que la première fois qu'ils sont confrontés, mais un jeune Montréalais qui est né dans un quartier multiethnique, peut-être qu'il n'a pas peur. C'est l'expérience et puis le fait de se frotter à cette réalité quotidiennement qui va nous habiliter à développer des attitudes et des mécanismes. Et ça, on ne peut pas le faire par décret. Il faut que le maximum de gens soient conscients que le paysage de la société est en train de changer et que nous devons chacun, d'une part comme de l'autre, faire des efforts. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, personne n'est contre la vertu. Le reste dépend de la volonté personnelle. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, il faut pouvoir le comprendre. Mais il y a des gens à des niveaux clés qui devraient être beaucoup plus habilités rapidement parce qu'eux sont en contact avec cette réalité-là et ils doivent apprendre rapidement à bien réagir avec ça. C'est ça. D'autres questions? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut accepter la culture des autres ou les autres qui acceptent notre culture? Mais il faut accepter les deux. C'est ça, mais quand on s'en va en coopération internationale, il faut peut-être prendre la culture des autres, mais est-ce que les autres vont accepter quand même notre bout de culture? C'est ça, je veux savoir si c'est quand on a quand même deux cultures différentes. Est-ce qu'il faut prendre totalement leur culture ou bien garder notre culture en même temps que prendre une partie? Comment on peut doser ça pour pouvoir être bien à milieu sans qu'il y ait trop de conflit? Très bonne question. Vous ne pouvez pas prendre la culture des autres. Vous êtes québécois et puis ça finit là. Okay. Et c'est bien comme ça. D'accord? C'est bien comme ça, parce que dans votre culture, il y a des choses qui sont importantes pour les autres aussi. Okay. Moi, je dis souvent aux gens, si j'avais la possibilité, j'amènerais tous les Maliens au Québec au moins 3 mois. Chacun. Tous. Pour qu'ils voient une autre façon de fonctionner et de résoudre les problèmes humains.
qui sortent de leur milieu pour aller voir comment ailleurs d'autres font les choses. C'est ça l'intérêt d'aller ailleurs. Donc quand on va ailleurs, le plus important, c'est le sens de la curiosité. D'être attentif, de voir comment les gens font les choses. Sans porter de jugement, juste être curieux de voir comment ils font les choses. Moi, il y a une chose que je ne rate jamais au Québec, c'est le Salon des Arts et Métiers. Ça, je trouve ça passionnant. De voir toute la créativité, l'inventivité qu'il peut y avoir dans une affaire comme ça. Et je trouve ça intéressant. Donc, devenir quelqu'un d'autre, c'est impossible. On devient aliéné. Parce qu'on refuse ce qu'on est pour vouloir être autre chose. D'accord? Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais en termes d'échange culturel, ce n'est pas souhaitable. Donc, ce qui serait important, et c'est par ça que j'avais commencé, c'est que quand vous allez commencer à vous intéresser à la culture des autres, ils vont s'intéresser à la vôtre. Et ils vont vous poser des questions. Donc, si vous êtes capable de provoquer des questionnements chez eux pour qu'ils répondent à vos questions, il faut que vous soyez capable de répondre aux questions que vous allez provoquer chez eux par rapport à vous. Vous allez être une curiosité pour eux, comme eux vont être une curiosité pour vous. Mais pas une curiosité malsaine. Une curiosité de dire, bon, il est différent, ça m'intéresse de voir comment il fait les choses. Et moi, je suis différent, évidemment, je dois répondre à d'autres choses. Si vous voulez être comme eux, j'ai vu beaucoup de cas de gens qui arrivent en Afrique et disent « Ah, les autres, ils ont l'affaire. » Ils deviennent plus africains que les Africains. Et ils deviennent totalement ridicules. Parce qu'ils ne sont pas africains. Ils se font croire qu'ils sont africains, mais ils ne le sont pas. Et quand la réalité les rattrape, ce n'est pas beau à voir. Donc vous êtes mieux de rester vous-même, de développer une curiosité par rapport aux autres, et puis de leur permettre de vous questionner sur ce que sont vos valeurs et puis votre propre façon de faire les choses. Et je ne sais pas, à ma connaissance, si ça pose un problème. Même ici, les gens qui débarquent ici, ils ont une certaine curiosité par rapport à ce qui se fait ici. Et s'il y avait la possibilité de répondre à ces questionnements-là et d'avoir l'ouverture nécessaire pour être sincère, je crois qu'à ce moment-là, ce serait plus intéressant. Mais si on me dit, ben, il faut que tu sois québécois, ben, pour moi, c'est un peu difficile. Je n'aurai jamais l'accent, je ne peux pas parler joual. Quand je le fais, les gens rient. Parce que je n'ai pas le bon ton, je n'ai pas la bonne prononciation. Mes enfants l'ont parce qu'ils sont nés ici. Donc quand ils arrivent au Mali, ils font rire d'eux. C'est normal. C'est normal. C'est la différence qui se traduit comme ça. Bon, alors, oui, il y a une autre question? Ouais, vous avez dit tout à l'heure qu'avec, mettons, les systèmes de communication qu'on avait dans ce coin-ci, comme la télévision, par exemple, l'instruction aussi un peu, on était un peu mieux préparé au choc culturel. Donc, si on y est, on avait déjà vu un peu ou appris sur une autre société, mais le contraire, mettons, si on prendrait un Nicaragua, mettons, qui venait son village, qu'on l'amènerait ici, lui, il me semble, le choc culturel, il pourrait être plus rough, un peu aussi. Absolument. Je ne dis pas qu'à cause de la télévision, des moyens de communication, que vous êtes mieux préparés. Mais vous avez des images, vous avez des représentations. On vous parle de n'importe quel pays du monde, une image peut vous venir dans la tête. Ah, j'ai déjà vu ça, ou entendu ça. Donc vous êtes informé. Est-ce que vous êtes plus habilité à vivre ces réalités? Je ne suis pas sûr. Ça prend plus que l'information. Okay? Pour pouvoir communiquer, reconnaître une autre culture, etc. et entrer en communication avec elle. Le Nicaraguayen qui viendrait ici, il peut avoir moins d'informations que vous, mais faites attention. Hein? Il y a quand même une surreprésentation qui peut se faire peut-être via le cinéma, tout simplement, pour quelqu'un qui a accès au cinéma. De plus en plus, la télévision aussi, même dans des pays comme le Nicaragua, où le bouche à oreille, quelqu'un qui a déjà vécu là-bas a parlé lors d'une veillée de ce qu'il avait vu. Et c'est ça qui lui permet à lui de se faire une image.
de ce que c'est que le Canada. C'est sûr que le choc culturel va être très grand. Bon, on raconte une anecdote des Maliens qui débarquent pour la première fois à Marseille. Quand il sort du bateau, il met les pieds sur le trottoir, il voit un billet de $100, de 100 francs français. Il dit, ah non, je ne veux pas commencer par ramasser le premier que je vois. De toute façon, il y en a plein ici. Bon, donc, ça c'est l'image qu'il avait, que quand on arrive là, on peut ramasser l'argent par terre. Sauf qu'après, ça lui a pris 2 ans, 3 ans avant de voir un autre billet par terre. Mais dans l'intervalle, il a compris. Donc, entre l'image et la réalité, le pas est des fois beaucoup plus difficile à passer. Mais c'est ça l'image. C'est sûr que bon, chacun d'un bord et de l'autre, on a tous des images stéréotypées sur les autres. Je disais, bon, pour encore beaucoup de Maliens, l'Amérique, c'est le pays de la richesse. Il suffit d'y vivre pour être riche. Parce que les images qu'ils ont, c'est les acteurs du cinéma. Les vedettes du cinéma qui roulent dans des Cadillacs ou bien des belles voitures qui habitent des maisons à Beverly Hills. Bon, et avec les téléséries américaines actuellement, c'est encore pire. Les gens regardent Dallas au Mali. Quand j'étais au Mali, je ne dormais pas le dimanche. C'est l'internationalisation. Oui, une dernière question. J'aimerais savoir quelles sont les religions qui sont majoritairement pratiquées au Mali, si elle a des rites. C'est l'islam. On dit que 90% des Maliens sont musulmans. Il y a 2% de chrétiens, toutes tendances confondues, c'est-à-dire protestants, catholiques, coptes, etc. Et donc 90% des gens sont de tradition religieuse islamique. Mais attention, l'islam noir, c'est-à-dire l'islam en Afrique noire, est légèrement différent de l'islam au Moyen-Orient. C'est un islam qui a pris des valeurs, disons, africaines, traditionnelles, qu'on appelle animistes. Donc ça veut dire que les 8% des autres Maliens ne sont ni chrétiens ni musulmans, ils sont animistes. Mais en réalité, même les 90% de Maliens et les 2% de chrétiens sont tous animistes, d'une façon ou d'une autre, parce que c'est ça le fond culturel de base. Les autres religions sont venues se greffer là-dessus. Mais il y a des mécanismes et même il y a des rites qui sont traditionnels, mais qui ont été adaptés aux deux religions. Ça veut dire quoi? Les rites, ben, dans l'islam, c'est le baptême, c'est un rite important. Le mariage, bon, n'est pas très, disons, célébré, sauf quand il est couplé avec les rites traditionnels. Là, il devient important, mais c'est juste une cérémonie à la mosquée où les époux ne sont même pas présents. C'est vraiment la communauté. Mais pourquoi ça vous fait rire? C'est normal. Mais ils sont chez eux. Ce n'est pas nécessaire que les mariés soient présents à la cérémonie du mariage à l'église. C'est un échange et des bénédictions entre les religieux et puis la famille. On a plein d'histoires comme ça. Il n'y a pas de mariage, c'est pas si les deux sont pas. Ah bon? Il y a des rendez-vous des fois qui n'ont pas eu lieu. Mais chez nous, c'est pas bon même qu'ils soient là. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas là. Bon, donc ça ne donne pas lieu à ça. Bon, les enterrements, bon, à ce moment, sont plus importants. Bon, et il n'y a pas de... Oui, dans ce cas, il faut qu'il soit là. Bon, donc à ce moment-là, s'il y a d'autres rites qui sont plus marqués, c'est des rites qui sont empruntés aux traditions, avant l'islam et avant le christianisme. Je pense entre autres à la circoncision pour les hommes, l'excision pour les femmes. Bon, je pense à certains rites de fin de puberté pour les deux. Et je pense à ce qu'on appelle des rites d'éducation. Par exemple, chez moi, bon,
commençait l'éducation à partir de 7 ans. Donc il y avait un premier cycle de 7 ans, donc de 7 à 14 ans, le premier rite, un deuxième de 14 à 21 ans, et un dernier de 21 ans à, disons, à 28, 29 ans. Et ça, c'était la formation de base pour tout le monde, mais essentiellement les garçons. Après ça, il y avait des échelons qu'on pouvait grimper si on voulait, si on avait l'argent, si on avait l'ambition de devenir un initié, et puis quelqu'un de beaucoup plus versé dans certains types de connaissances. Mais la formation de base, c'était les 21 ans de formation, de 7 ans à 28 ans. Bon, et les femmes suivaient plus ou moins les mêmes types de rites, même si elles ne participaient pas à tout. Bon, donc c'est un peu ça qui marque, si vous voulez, en réponse à votre question. Mais on considère que le Mali est un pays musulman. Bon, mais comme c'est un islam particulier, jusqu'à date, il n'y a jamais eu de problème, ni de guerre de religion, etc. etc. Les gens, à travers les mécanismes de résolution des conflits, à travers la parenté à plaisanterie, et à travers le brassage des cultures et des religions, les gens ont réussi à trouver une façon de vivre tout le monde ensemble. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je suis à Bamako, je vais fêter les fêtes musulmanes au même titre que les fêtes chrétiennes. Et il n'y a pas de problème. Et puis les mariages entre musulmans et chrétiens, il y en a beaucoup. Ça ne pose pas de problème, parce qu'il y a des rites fondamentaux avant, qui ne sont pas régis par la religion. Tandis qu'ailleurs, c'est plus difficile pour un chrétien d'épouser une musulmane. C'est comme contradictoire. Mais en Afrique noire, c'est possible. À cause des valeurs qui étaient là avant. Alors, je pense que je ne vois plus de main levée. Oui, vous avez dit une dernière, mais là, c'est dernière. Est-ce que vous croyez qu'il est bon de faire des différences entre les différentes cultures? Parce que finalement, les différences, on les fait surtout sur des mauvais points. Et je pense que ça met une des deux cultures en position de supériorité, qu'à ce moment-là, ça éloigne l'égalité des deux cultures. Ça rend les échanges plus difficiles. Bon, est-ce qu'il est bon de faire des différences? Mais moi, je dis que les différences existent. Donc, qu'on le veuille, oui ou non, elles sont là. Okay. Peut-être la question serait, est-ce qu'il est bon de faire de ces différences des problèmes? C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la difficulté n'est peut-être pas qu'il y a des différences. La difficulté est que nous ne sommes pas habilités à vivre ou à gérer ces différences. Okay. Si tu es différent de moi, mais que je sais comment faire avec toi pour que tu sois à l'aise, que je sais qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas, quels sont les éléments fondamentaux pour toi, quelles sont les valeurs primordiales, quelles sont les choses auxquelles je ne devrais pas toucher ou sur lesquelles je ne fais pas de face plate, parce que c'est important pour toi. Mais je vais être capable de vivre avec toi. La différence, elle est là, mais elle ne sera pas un problème, une source de conflit entre toi et moi. Mais si, au départ, je perçois ta différence comme quelque chose qui me dérange, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, et puis que quand je suis en face de toi, la seule façon que je trouve de réagir, c'est d'essayer de me faire intéressant, comme des gens qui me voient dans la rue à Montréal, puis qui viennent me taper sur l'épaule, mon ami. Mais ils ne m'ont jamais vu. En quoi je suis leur ami? Parce que je suis noir, bon ben les noirs il faut être gentil avec eux, il faut leur taper sur l'épaule. Mais c'est une familiarité qui me choque, parce qu'il n'est pas mon ami, il ne me connaît pas et son attitude pour moi est méprisante. Mais s'il savait ça, il me dirait bonjour monsieur, de quel pays vous venez, je vois que vous êtes noir, êtes-vous africain, êtes-vous haïtien, êtes-vous noir américain, etc. Juste ça. Ça me mettra à l'aise et je lui répondrai, ben non, je ne suis pas haïtien, je ne suis pas noir américain, je suis malien, je viens d'Afrique. Et on aurait une très bonne conversation, je répondrai à sa curiosité et peut-être que je lui poserai des questions pour savoir de quelle région du Québec il est, qu'est-ce qu'il fait à Montréal, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie. On se parlerait d'homme à homme. Nous avons des expériences différentes.
Mais quand il commence par me taper sur l'épaule en disant mon ami, comment ça va? Mais c'est fini, je n'ai pas envie de lui parler. Je ne sais pas si tu comprends. Bon, donc à mon avis, les cultures sont différentes et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Parce que dans chaque société, les gens ont fait des expériences. Ils en ont tiré des leçons et ils ont cristallisé ça dans leurs valeurs, leurs idées et leurs comportements. Mais on ne peut pas venir dire aux Québécois, oubliez toute votre histoire de 300 ans, puis devenez des Américains, comme aux États-Unis. Ça ne serait pas respecter leur histoire et les efforts qu'ils ont investis depuis tout ce temps-là pour se bâtir une société qui résout leurs problèmes. Bon, donc, à mon avis, c'est là que se trouve le développement. Mais en soi, ce n'est pas un problème. C'est comment vivre avec ça qui est le problème, d'après moi. Alors, je vous remercie beaucoup. Je pense que ça a été très, très bon sens de l'humour. Alors, merci beaucoup. Bon, gardez vos petits feuillets, d'accord?